Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h. Merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier en fin d'après-midi à Dakar, au Sénégal. Le chef de l'État y est pour prendre part ce vendredi au 62e congrès de l'Internationale libérale. Un congrès qui sera l'occasion pour les libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à même d'offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est à San Pedro pour la deuxième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise qui a démarré tout à l'heure en présence de plusieurs centaines de chefs d'entreprise. C'est un rendez-vous dédié aux entrepreneurs nationaux pour un partage d'expériences. Le sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi dans la capitale argentine s'annonce houleux. Il faut s'attendre à un sommet difficile, extrêmement conflictuel, où l'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise tous les débats de ce G20 argentin. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara est au Sénégal. Le chef de l'État est arrivé hier en fin d'après-midi à Dakar pour prendre part ce vendredi au 62e congrès de l'Internationale libérale. Le libéralisme 4.0, des réponses locales aux défis mondiaux. Voilà le thème de ce congrès qui sera l'occasion pour les libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à même d'offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Le président de la République regagnera Abidjan demain samedi 1er décembre 2018. Amadou Gon Coulibaly, lui, est à San Pedro ce vendredi et pour cause, la ville abrite deux activités majeures ce 30 novembre, notamment la deuxième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise et la pose de la première pierre de l'université de San Pedro. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Avant cette étape de San Pedro, Amadou Gon Coulibaly a lancé hier à Boaké les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord, section Tiébissou-Boaké, longue de 95 km. Cela fait partie des travaux visant à relier Abidjan à Ouagadougou et Bamako d'un coût global de 172 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 36 mois. Le projet contribuera entre autres à l'accessibilité aux zones centre et nord du pays, de même qu'au renforcement de l'intégration économique régionale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les précisions de Léon Brou. Voici le coup de pelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui lance les travaux de construction de la section de l'autoroute du Nord entre Tiébissou et Boaké. 95 km, 2 fois 2 voies avec terre-plein central de 12 mètres. 172 milliards de francs CFA, le coût de l'ouvrage a réalisé en 36 mois dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. Dans les jours et mois qui viennent, la partie chinoise entend travailler ensemble avec la partie ivoirienne à la mise en œuvre effective des acquis de la visite d'État de son Excellence M. le Président Alassane Ouattara et de sa participation au sommet de Pékin du FACSA, à renforcer la synergie entre l'initiative chinoise, la ceinture et la route, et le plan national de développement de Côte d'Ivoire, pour que la Chine puisse continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dynamique et ouverte dans sa marche à grands pas vers l'émergence. Cette route a été conceptée selon les normes françaises L1. La vitesse de conception est de 130 heures par kilomètre et la largeur de la route principale est de 33 mètres à 2 fois 2 voies. La société va réaliser la route dans le respect du délai en capacité, en efficacité et en qualité. Cet engagement du constructeur en réponse au prix que le gouvernement attache à la qualité des infrastructures, selon le ministre Amédée Kouakou, qui annonce des retombées pour les localités riveraines. Les aménagements comprennent en outre des travaux connexes dans les localités traversées, à savoir des marchés, des parkings à proximité de ces marchés et des forages. On le voit donc, le prolongement de l'autoroute du Nord va booster à n'en point douter les échanges économiques entre notre pays et les pays de l'Interland et améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Objectif, booster l'économie ivoirienne et sous-régionale avec une emprise réelle sur les populations de Boaké et Tiébissou, lesquelles disent leur reconnaissance au chef de l'État. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national.
assurer la libre circulation des biens et des personnes et consolider l'intégration nationale et sous-régionale, promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux aux différents marchés. Affichant l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à poursuivre le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières ivoiriennes, le Premier ministre rappelle des projets d'envergure déjà réalisés et en annonce d'autres. Nous allons lancer donc des travaux de réhabilitation de routes pour environ 1 million de kilomètres de routes interurbaines de notre pays. Cette cérémonie sera suivie après de celle de l'autoroute côtière, section Songo-Dabou, et de l'autoroute de contournement d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie, donc est vers Anyama, de sortie ouest vers Songo. Dans cette dynamique est aussi prévue la fin de la pénurie d'eau à Bouaké. Le gouvernement a décidé, sur l'instruction du chef de l'État, que nous puissions lancer un projet qui mettra définitivement la ville de Bouaké à l'abri des pénuries d'eau. Il s'agit d'aller recueillir de l'eau à Kossou pour approvisionner la ville de Bouaké. Et ce projet démarrera l'année prochaine ici à Bouaké. Le chef du gouvernement a appelé les Ivoiriens à la culture de la paix depuis Bouaké. À noter, le tronçon Thiébissou-Bouaké va porter à 376 km la longueur de l'autoroute du Nord. Et après le lancement des travaux par le Premier ministre, notre reporter a tendu le micro à quelques personnes sur place. Tour d'horizon de quelques réactions. Les déplacements de la région vers le sud, notamment vers le port d'Abidjan, sont des déplacements qui vont se faire dans de meilleures conditions et plus rapidement. Ça va permettre aussi de faire en sorte que les transporteurs de marchandises des pays de l'Interland qui se sont quelque peu détournés du corridor nord-sud de la Côte d'Ivoire, à cause de la qualité, entre autres, de la route, reviennent. À lui ou moi, nous avons la responsabilité de suivre ce corridor d'Abidjan à Ouagadougou, qui va venir renforcer l'intégration sous-régionale, aussi faciliter la fluidité du transport et des activités économiques dans la sous-région. Il ne peut y avoir de développement que par la route et avec la route. Et quand c'est encore une autoroute, vous comprenez la joie qui nous anime parce que nous savons que grâce à ce important investissement de son Excellence le Président de la République, notre région va connaître le développement. Cet ouvrage de grande importance va vraiment impacter positivement tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs, que ce soit le tourisme, l'hôtellerie, le commercial, tout va être impacté par cette autoroute qui arrive à Bouaké. Et donc nous sommes très heureux et c'est pour ça qu'au nom des populations, nous voulions donc réitérer nos remerciements au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement ivoirien d'avoir fait cela. Ceci va pouvoir permettre l'évacuation de nos produits, ceci aussi va permettre à une fluidité des déplacements de nos parents vers d'autres villes. Quand je sais que la route Thiébissou-Didiéville est déjà bitumée. L'ensemble de la grande famille des transporteurs routiers ne peut que se réjouir parce que ce joyau architectural qui va être livré va permettre non seulement aux entreprises de transport d'aller vers la compétitivité, mais aussi et surtout de permettre à nos populations et au gouvernement de maîtriser la question de la mobilité des populations ivoiriennes. Ça nous permettra de rallier Abidjan, Bouaké en un temps record et vraiment d'économiser un peu de carburant et vraiment nos véhicules seront en parfait bon état. Ça va permettre aux femmes de faire sortir les produits vivriers et ça va permettre aux femmes aussi de développer des commerces. Vraiment, cette route va nous apporter beaucoup.
Après donc cette étape de Bouaké, Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à San Pedro ce vendredi et pour cause, la ville abrite deux activités majeures ce 30 novembre, notamment la deuxième édition des Journées nationales des chefs d'entreprise que vous voyez là en image. Cela a démarré tout à l'heure en présence du Premier ministre. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise ont ainsi effectué le déplacement pour prendre part à ce rendez-vous de partage d'expérience, un rendez-vous dédié aux entrepreneurs nationaux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pour sa part félicité les organisateurs de cette plateforme. Il les a encouragés à pérenniser l'initiative et à inviter tous les partenaires à les y aider. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement. Je voudrais, avant de clore mon propos, lancer un appel à l'ensemble du secteur privé ivoirien et particulièrement aux chefs d'entreprise en leur demandant de saisir les nombreuses opportunités de la région de San Pedro pour initier des investissements porteurs. Venez investir à San Pedro. Les conditions y sont favorables. Et je puis vous assurer que le gouvernement continuera de créer ici, à San Pedro, les conditions pour que l'activité économique puisse être compétitive. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir à San Pedro pour poser la première pierre de travaux d'extension du port de San Pedro. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de poser la première pierre de l'université de San Pedro. Avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers, la voirie de San Pedro est en cours d'amélioration. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que San Pedro est plein d'espoir. Les propos du Premier ministre ont été recueillis pour vous par Cheikh Koné et Ulrich Adongon. Outre sa participation à cette deuxième édition des JCE, Amadou Gon Coulibaly va procéder ce vendredi dans l'après-midi à la pose de la première pierre de l'université de San Pedro. Une université à San Pedro, c'est un bol d'air frais pour les populations qui saluent l'initiative. Quels vont être les impacts socio-économiques d'une telle infrastructure dans la région? Élément de réponse avec notre reporter sur place, Cheikh Koné Aboubakar. Goroké, village de la commune de San Pedro, situé à 5 km du centre-ville, va connaître un changement des plus inattendus dans les 26 prochains mois. En effet, le village s'apprête à accueillir la première université de la région, mieux, la plus grande université du pays, d'une superficie de 402 hectares. Une fierté pour les populations qui vont à l'avènement de cette infrastructure, une aubaine aux multiples retombées. L'avènement de l'université apporte beaucoup de choses, notamment des points d'eau, parce qu'on ne peut pas laisser les élèves boire n'importe quoi, des points d'eau, la santé, tout est réuni. Dans le temps, avant que cet événement n'ait lieu, la route était pratiquement, si on vous faisait la comparaison, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, avec l'avènement, la route est bien faite. Donc toutes ces choses-là concourent à rendre San Pedro joli et à rendre Goroké joli. Aujourd'hui, quand vous regardez toute la région du Bassa-Sandra, tous les districts, disons, du Bassa-Sandra, c'est la seule université qui puisse nous permettre d'avoir au moins tous nos bacheliers à nos côtés. Et ça ne peut que réjouir les parents d'élèves. L'impact socio-économique de la construction de cette université va au-delà du village de Goroké et des villages environnants. C'est tout le district du Bassa-Sandra dont la population est estimée à un peu plus de 2 280 000 habitants qui sera impacté à travers plusieurs secteurs d'activité économique, notamment les entreprises du BTP et d'import-export. Ça va créer des richesses au niveau de la région. Les richesses en termes de logement, il va falloir accueillir, construire de nombreux logements pour recevoir les étudiants, même s'il va y avoir une cité universitaire, ça ne suffit pas. Et puis, qui dit logement aussi dit des populations qui viennent et effectivement qui vont apporter le développement. Ce n'est que du pain béni sur toute la chaîne de développement. Pour nos mamans qui font du vivrier, ça va renforcer la lutte contre la pauvreté. Je dirais qu'en un mot comme en mille, l'université va apporter du bien-être aux populations de la région. Une fois opérationnelle, l'université de San Pedro prévoit l'hébergement en résidence universitaire d'environ 7 000 étudiants sur les 20 000 attendus.
Près de 13 000 étudiants vont devoir ainsi se loger à leurs propres frais. Une opportunité d'affaires pour les entreprises de promotion immobilière qui se bousculent déjà. Il n'y a pas de développement dans une nation d'abord sans formation. Aujourd'hui, c'est pratiquement donc, plus de 500 000 bacheliers qui tournent autour donc, de chaque année. Et il est important donc, de pouvoir absorber dans chaque région les bacheliers. Pour San Pedro, c'est un véritable gain pour la région et je dirais même pour le district. En termes d'opportunités d'emploi, les travaux d'aménagement et de construction des bâtiments vont nécessiter un besoin en main-d'œuvre. Pour la première phase de construction, ce sont environ 500 emplois directs qui vont être créés. Aussi, la construction de l'université dans la région, précisément à San Pedro, favorisera-t-elle une grande attraction des opérateurs économiques dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des transports. Vraiment, on est beaucoup content parce que ça va envoyer notre développement au sein du transport. Ça va envoyer un autre mouvement encore au sein du transport. Les transporteurs seront contents, ils vont pouvoir payer des véhicules pour mettre sur la ligne. La construction de cette université est un événement majeur, non seulement pour le symbole, mais surtout pour ses retombées économiques qui vont largement contribuer au développement de la région. C'est à partir de demain samedi 1er décembre 2018, que la Côte d'Ivoire va présider le Conseil de sécurité de l'ONU, et ce durant un mois. C'est un défi majeur pour le pays, élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017. Depuis cette élection, la Côte d'Ivoire avance et avance, un parcours quasi sans faute dans la cour des grandes nations. Comment le pays a-t-il su tisser sa toile pour s'imposer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et quels seront les temps forts de cette présidence qui démarre dans moins de 24 heures. Michel Digré nous donne quelques éléments de réponse. Côte d'Ivoire, 189. 2 juin 2017, la Côte d'Ivoire est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, après 26 ans d'absence dans cet organe des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères se prononce. Évidemment, un sentiment de fierté d'avoir pu creuser les sillons tracés par le président de la République qui a repositionné l'image de notre pays sur la scène internationale et qui a permis cet engouement de la communauté internationale en faveur de la candidature de la Côte d'Ivoire. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Une victoire diplomatique pour le pays, mais pour y arriver, il aura fallu une offensive diplomatique à la hauteur des ambitions. Une campagne de proximité a permis au ministre Amontano de rencontrer les représentants de l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Il nous a présenté son projet, si vous voulez, pour le Côte d'Ivoire au sein du Conseil de sécurité. Je dirais que ce pays-là a beaucoup d'expérience en ce qui concerne les défis de la sécurité, de la paix et du développement. Après une année de présence au Conseil de sécurité de l'ONU, face à la presse, le ministre des Affaires étrangères revient sur les raisons qui ont motivé la candidature de la Côte d'Ivoire. L'opportunité d'un poste au Conseil de sécurité s'est présentée à la Côte d'Ivoire et le président a pensé que c'était une belle opportunité d'aller au Conseil de sécurité pour parachever ce repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. La deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité être au Conseil de sécurité était la suivante. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu du monde. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu des pays amis. La Côte d'Ivoire a beaucoup reçu de la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire a souhaité rendre au monde, aux amis, aux pays amis, à la communauté internationale, ce qu'elle a reçu pour l'aider à résoudre la crise qu'elle a traversée. C'est ce message donc qui a séduit les pays membres de l'ONU qui ont élu la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité avec un score de 189 voix sur 192. Des nations qui au soir de cette élection ont manifesté leur empressement à collaborer avec la Côte d'Ivoire.
puisque nous sommes l'un pour l'autre des partenaires privilégiés, mais aussi sur le plan de la gestion des crises régionales et de la promotion du partenariat entre l'Union africaine et l'ONU, qui est une vraie priorité pour la France, qui est une vraie priorité pour la Côte d'Ivoire, et qui nous permettra aussi, sur l'ensemble des grands sujets du monde, de renforcer la concertation entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est un véritable exemple en matière de sortie de crise. Nous savons tous ce que vous avez traversé pendant la dernière décennie. Et nous savons également tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la communauté internationale, notamment le système des Nations Unies, pour sortir de la crise et consolider aujourd'hui la paix et la stabilité. Nous pensons que c'est ce genre de pays qu'il faut au niveau du Conseil de sécurité, parce que leurs actions, leurs décisions seront basées sur des expériences vécues. La Côte d'Ivoire a fait son entrée officielle au Conseil de sécurité 7 mois après son élection, soit le 2 janvier 2018. Depuis lors, elle a marqué sa présence au Conseil de sécurité tout en respectant ses principes qui la caractérisent, le dialogue et la paix. À chaque fois qu'une résolution avait pour objectif de promouvoir la paix par le dialogue, la Côte d'Ivoire l'a soutenue. À chaque fois que des résolutions venaient au Conseil de sécurité et risquaient d'embraser une situation dans telle ou telle partie du monde, la Côte d'Ivoire ne l'a pas soutenue. Et la Côte d'Ivoire est restée fidèle à sa philosophie, construire la paix par le dialogue. Et la Côte d'Ivoire a essayé de ne pas être instrumentalisée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, par les grands. Et ça lui a valu un crédit reconnu aujourd'hui en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est donc une Côte d'Ivoire crédible aux yeux des grandes nations qui présidera le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Au cours de cette période, elle dirigera les débats pour l'adoption de 3 projets de résolution. Le chef de l'État Alassane Ouattara présidera le 5 décembre le débat présidentiel sur la reconstruction économique post-crise. Marcela Montano sera aux commandes du débat ministériel du 6 décembre sur l'implication des États et organisations sous-régionales et régionales pour plus d'efficacité dans la résolution des conflits. C'était un document signé Michel Digré. Abidjan accueille depuis hier la 5e édition de l'Africa Web Festival. L'événement est dédié aux technologies de l'information et de la communication et il se place parmi les plus importants en Afrique avec la participation de jeunes entreprises, de start-up et de délégations venues de l'étranger. Pour l'édition 2018, le festival entend mettre le numérique au service de la paix. On en sait plus avec Odile Omblé et Ouattara Amadou Walter. Consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat, tel est le thème de l'Africa Web Festival 2018 qui se tiendra sur 3 jours. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 29 novembre 2018 à Treichville, au Palais de la Culture d'Abidjan. Autour des conférences, panels, ateliers, rencontres B2B et hackathons, la question de la consolidation de la paix abordée. Le festival a pour objectif d'être le carrefour de l'innovation numérique de la vie. Africa Web Festival s'appelle à favoriser les rencontres entre les employeurs et la jeunesse qui en quête d'emploi. Les TIC sont aujourd'hui un accélérateur du développement économique et social du fait de leur impact sur tous les secteurs de la société. Les gouvernants attendent beaucoup de cette édition de l'Africa Web Festival. Il s'agit pour les jeunes de pouvoir se rappeler des valeurs qui font la fierté de notre pays, ces valeurs de paix, et faire en sorte qu'au travers du PIC, nous puissions être des contributeurs de la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Au titre des innovations de cette 5e édition, un espace dédié à l'apprentissage du codage est mis à la disposition des enfants de 8 à 14 ans. On les initie très jeunes au codage et en espérant pourquoi pas susciter des vocations. Des particuliers
entités et organisations participent également à l'événement et profitent pour présenter leurs produits et concepts innovants en rapport avec la thématique de l'Africa Web Festival 2018. Depuis 5 ans, l'Africa Web Festival se positionne comme l'événement majeur de promotion et d'émulation des TIC en Afrique francophone. Plus de 7000 participants sont attendus. Le Trésor public, lui, bénéficie déjà des avantages du numérique. Depuis un peu plus d'un mois, l'on peut accéder à ces différents services à partir d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un ordinateur connecté à Internet. Une innovation donc dans le but d'être plus efficace, plus performant et à l'écoute des usagers. Cette plateforme de relations clients est dénommée Baobab. Elle a été présentée récemment aux opérateurs économiques. La plateforme est-elle sécurisée? Prend-elle en compte véritablement les préoccupations des opérateurs économiques? Et Francis Boifo, notre reporter, a enquêté pour vous. Se rapprocher davantage des partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. C'est l'objectif à atteindre à travers la plateforme numérique du Trésor public dénommée Baobab. Cet outil, présenté ce jeudi aux hommes d'affaires, devrait leur permettre de visualiser en temps réel le statut de leur dossier et mandat. C'est du nouveau, ça résout plusieurs problèmes. Ici, on nous fait la présentation, mais il faut qu'on soit formé pour savoir comment il faut l'utiliser le plus rapidement que possible. Parce que si on n'est pas formé, on va regarder et on sera toujours perdu. Avec ce système de gestion de la clientèle, plus besoin de se déplacer pour avoir l'état financier de sa structure. Vraiment intéressant parce que, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Donc ça va vraiment éviter de dépenser inutilement. En matière de prise en compte des réclamations, il faudrait qu'elles se fassent de manière assez prompte et rapide. En mettant à la disposition de sa clientèle cette plateforme, le Trésor public entend rendre son administration efficace, performante et à l'écoute des usagers, conformément à la vision du gouvernement. La plupart des fournisseurs, c'est le meilleur outil que le Trésor ait pu concevoir. Mais on s'interroge sur la sécurité qu'il y a sur la page web. Nous avons le devoir de préserver la propriété client, dont les informations. C'est pourquoi nous avons utilisé les dernières technologies pour assurer la sécurité des technologies que les banques utilisent. Nous avons même un certificat international implémenté pour garantir la sécurité de l'ensemble des utilisateurs. L'accès aux services du Trésor public est gratuit et se fait à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. Rendons-nous maintenant au Salon de la famille, le SAFA 2018 qui s'est ouvert hier jeudi à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Il s'agit d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs de la famille. Une occasion pour transmettre aux parents des mécanismes et des outils nécessaires à l'épanouissement de leur famille. Ce sera l'affaire des conseillers matrimoniaux, des assistants sociaux et des experts des questions familiales. Moustapha Sita Diaby et Ami Sissoko. Transmettre aux parents des mécanismes et outils nécessaires pour l'épanouissement de la famille à l'occasion du SAFA, Salon de la famille. Une plateforme de rencontres et d'échanges entre les acteurs de la famille, ouvert ce jeudi 29 novembre à la Riviera. Ce salon va permettre de répondre aux besoins de consolidation de liens de famille et d'éducation des enfants. Le premier objectif, c'est de promouvoir la famille, source de bien-être de la personne et de la société, promouvoir les valeurs que nous devons transmettre à nos enfants, donc sensibiliser les parents à être de véritables modèles pour leurs enfants, parce que c'est la famille qui éduque et l'État instruit. Alors cette plateforme, c'est surtout pour sensibiliser les parents et pour qu'on puisse justement se mettre ensemble pour voir comment aller au-delà de ce que nous faisons jusqu'ici, comment essayer de détruire ces maux qui minent nos familles. Les participants à cette première édition du SAFA apprécient l'initiative. Vraiment, moi, ça me fait plaisir d'être là. Il faut qu'on fasse des salons comme ça pour nous éduquer, entre nous, nous parents, pour nous aider à éduquer nos enfants. Aujourd'hui, tout est sur le modernisme. Tu ne peux pas éduquer ton enfant parce que si tu l'as frappé, il va t'amener en prison. À plus forte raison, l'enfant d'un autre. Donc, il faut que les parents, les familles se mettent ensemble pour repenser à l'éducation de nos enfants.
Conférences thématiques, espaces d'apprentissage et d'attraction pour les enfants, séances d'écoute avec les spécialistes sont entre autres les axes majeurs autour desquels s'articulera ce salon. Plus de 5000 visiteurs attendus. Ce salon qui a débuté le 29 novembre prendra fin le 1er décembre. On parle sport dans cette édition, ou plutôt infrastructure sportive. La Côte d'Ivoire, vous le savez, va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Plusieurs infrastructures doivent donc voir le jour conformément au cahier de charges de la CAF, la Confédération africaine de football, notamment les stades et autres infrastructures hôtelières. Nous sommes un peu plus de 2 ans avant l'événement, mais l'État de Côte d'Ivoire s'active déjà à San Pedro, à Yamoussoukro et à Korogo, dans le nord du pays. Les travaux ont déjà démarré, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Et on vient de l'apprendre, la CAF aurait retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, qui ne serait pas prêt pour la grand-messe du football africain. Le Royaume du Maroc, lui, serait candidat pour abriter l'événement en 2019. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochains journaux. Et je vous le disais en titre, le sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi 30 novembre 2018 en Argentine s'annonce houleux. Il faut s'attendre à un sommet difficile, extrêmement conflictuel, où l'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise tous les débats de ce G20 argentin. C'est la fin de ce journal. Merci, je vous retrouve avec le même plaisir demain à 13h.